Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pierre Sartoff. Je serai votre médiateur pour cette conférence de Noël Andriessen sur l'histoire du genre et la naissance des masculinités comme objet d'histoire. Alors, merci de vous être rendu disponible pour cette conférence. Merci aussi à notre conférence Noël Andriessen pour son temps, pour sa préparation et pour son futur exposé. À nouveau, je vous demande bien d'éteindre vos caméras pendant l'ensemble de la conférence et de n'utiliser le chat que pour des problèmes techniques. Alors, cette conférence rentre dans le cadre du Printemps d'Histoire-Géographie, printemps organisé par l'association Histoire d'en parler. Elle a été fondée en novembre 2017 et elle a pour but de vulgariser l'histoire et la géographie en la rendant plus accessible et plus ludique pour le plus grand nombre. Nous intervenons donc dans les écoles, mais aussi auprès du grand public. Notre devise étant Histoire Géo par tous, et depuis le confinement, partout. Le printemps se définit alors comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie, de différentes époques, de différents thèmes, de différents sujets. Les conférences sont proposées comme aujourd'hui en direct, en visioconférence, sur Zoom. Donc cet outil est disponible ensuite en replay sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Noël Andriessen. Donc, à nouveau, merci et bonjour. Noël Andriessen est professeur d'histoire-géographie dans un collège à Sarrebourg, donc en Moselle. Il est futur doctorant à l'Université de Nanterre sur les masculinités ouvrières. Donc, on rentre en partie dans son sujet. À la fin de l'exposé, il répondra à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à toutes vos remarques. En attendant, je vous remercie à nouveau de bien garder vos caméras éteintes et de n'utiliser le chat que pour des problèmes techniques. Merci beaucoup et bonne conférence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord l'association Histoire d'en parler, qui est derrière ce très beau projet de pouvoir, malgré le Covid et malgré le confinement, transmettre du savoir, transmettre la recherche, de la culture à toutes et à tous, puis pouvoir entrer comme ça dans chaque maison, derrière chaque écran. C'est assez formidable. Donc, la présentation a été faite. Je suis futur doctorant sur les masculinités les masculinités et l'histoire du genre en général. Donc, si on commence tout de suite, sur la page d'accueil, je vous ai mis deux icônes masculines du cinéma. Donc, à 70 ans d'écart, vous avez à gauche Marlon Brando et à droite Timothée Chalamet. Ce qui est intéressant, c'est que les deux mettent en scène une masculinité complètement différente. À gauche, Marlon Brando est dans les canons absolument traditionnels de la masculinité. On a un visage assez carré, on a un t-shirt qui laisse apparaître un peu la musculature, la pilosité, on a un t-shirt qui laisse apparaître des traces de sueur aussi, qui est un des points référence de la masculinité et de la virilité. La cigarette aussi, qui peut être marquée comme ça, qui est en tout cas un marqueur de virilité. Et à droite, on a Timothée Chalamet, 70 ans plus tard, icône masculine également, mais pour le coup, qui fait jouer des ressorts extrêmement différents de son identité masculine. On a une coupe de cheveux mi-longue, on a un visage assez émacié, presque féminin. On a un visage maquillé aussi, en tout cas en partie. Des bijoux qui sont quelquefois connotés femmes, en l'occurrence ici des bagues. Il est présent à un défilé de mode, c'est pas anodin non plus. Et une couleur qui est également peut-être connotée féminine. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la question finalement, c'est quoi un homme? On a deux réponses complètement différentes, pourtant dans le même milieu qui est le milieu du cinéma. Ça prouve une chose, c'est que être un homme, ça n'a finalement rien de naturel. On est bien sur des modèles, et ces modèles, ils évoluent. Et s'ils évoluent, ça veut dire qu'on peut les étudier en histoire. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Donc, moi, je vais essayer de répondre avec vous à deux questions. D'abord, comment les masculinités sont devenues un objet d'histoire à part entière, depuis quand on les étudie, depuis quand on étudie l'homme en tant que tel.
Et ensuite, pourquoi est-ce que ça peut être un biais intéressant pour les historiens, mais également pour les sociologues ou d'autres domaines des sciences sociales, pour renouveler des thématiques qu'on a déjà abordées. C'est-à-dire qu'utiliser la focale de la masculinité peut être un réflexe intéressant pour les historiens afin d'expliquer différemment des événements qu'on a déjà vus. Alors, mon intervention va tenir en 4 parties. D'abord, une grosse partie de définition. Je vais un peu insister là-dessus parce que les masculinités, justement, c'est un terme qui est assez peu connu du grand public, qui pourtant est déjà utilisé depuis quelque temps par les sciences sociales, par la psychanalyse, par la psychiatrie, la psychologie. Donc, un petit temps de définition. Ensuite, on va partir sur les 3 temps de l'histoire des hommes, c'est-à-dire comment les hommes sont entrés progressivement en tant qu'objet d'histoire. On fera un petit bilan de quelques exemples de modèles de masculinité, puisqu'on ne peut pas vraiment généraliser, vous allez voir que j'insiste là-dessus, mais on va faire un petit bilan quand même des avancées. Qu'est-ce qu'on a découvert sur l'évolution de ces masculinités? Et puis, si le temps le permet, je vous montrerai donc en quoi est-ce que les masculinités peuvent être un moyen de se réapproprier des périodes, de réexpliquer des périodes, de les expliquer différemment. Avec l'exemple de l'histoire politique de l'après-guerre à nos jours. Alors, premier temps, un temps de définition. Et j'insiste sur une première chose. Vous voyez que le mot masculinité, je vais l'utiliser au pluriel. Et je vais l'utiliser tout le temps au pluriel. Ou alors, ce sera un abus de langage de ma part. Pourquoi? Parce qu'en fait, la masculinité en tant que telle, ce n'est pas une réalité sociale. C'est un concept qui évolue, c'est un concept qui se transforme, c'est un concept qui fait état de plusieurs réalités, de plusieurs modèles en même temps. Donc, on n'a jamais un exemple de masculinité. On ne peut pas dire la masculinité en 2020, c'est ça. Parce qu'en réalité, ça renferme des réalités très différentes. Un bon exemple, si on reste dans le domaine du cinéma, Marlon Brando en 1951, dans Un tramway nommé Désir, on en a parlé juste avant. Au même moment, on a John Wayne, qui est aussi un exemple de masculinité, mais sur des ressorts complètement différents. Quand Marlon Brando joue sur le côté plutôt rebelle, le côté je trace ma propre voie, le côté un peu à fleur de peau, John Wayne, lui, c'est plutôt le côté du courage traditionnel, de l'héroïsme, de la défense des valeurs traditionnelles, de la famille notamment, la place du père, etc. Donc on est sur 2 modèles assez différents. Au même moment, on a Little Richard qui commence sa carrière dans la chanson, qui est décédé très récemment. Un des premiers artistes ouvertement homosexuels qui met en avant son homosexualité, qui la met en scène, et qui est une véritable icône masculine, et auprès des hommes et auprès des femmes. Donc on est là sur quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on a une coexistence de plusieurs types de masculinité. Évidemment, actuellement, c'est toujours le cas. Timothée Chalamet, sans trop développer l'idée, on comprendra bien que ce n'est pas exactement la même masculinité que Bouba et Caris, et ce n'est pas exactement la même masculinité non plus, les mêmes ressorts que George Clooney, qui lui va faire jouer d'autres définitions de la masculinité. Donc la première idée, c'est que ce terme de masculinité, c'est un concept extrêmement complexe et qui montre des dynamiques sociales vraiment intéressantes qui peuvent permettre d'expliquer différentes choses. Voilà. Alors, le terme de masculinité, il apparaît, du moins il se développe vraiment en sociologie, dans les années 70 plutôt. Il est utilisé en ethnologie, en histoire, en psychologie, progressivement. Assez peu connu du grand public, il faut attendre vraiment l'affaire Weinstein pour avoir un concept qui soit surmédiatisé. Donc l'affaire Weinstein de 2017, le but étant de montrer que le comportement d'Harvey Weinstein n'est pas une norme et que finalement il existe d'autres façons d'incarner l'homme et que le comportement d'Harvey Weinstein, lui, ne représente pas une masculinité, on va dire, généralisée. Quoi qu'il en soit, le concept n'est pas clairement défini par les médias, rarement, et quand on se penche sur les sciences sociales, sociologues, historiens, psychologues ne sont pas d'accord sur une définition commune. Alors il y a un certain consensus,
autour de certains ressorts de masculinité, mais pour autant, il n'y a pas une définition commune. Si on prend la génération la plus simple, celle du Larousse, qu'on retrouve en ligne sur le CNRTL, donc le Centre national des ressources textuelles et linguistiques, qui fait vraiment référence actuellement pour définir des choses. La masculinité, c'est quoi? C'est ce qui est propre à l'homme, ou ce qui est considéré comme caractéristique de l'homme. C'est une définition qui est très simple, mais qui, pour le coup, n'est pas du tout suffisante, puisque derrière la question de la masculinité, je viens de vous montrer qu'il y avait en fait des réalités, des questions sociales très complexes. Donc, pour mon travail que j'entame en doctorat, j'ai opté pour une définition dynamique qui considère les masculinités à la fois comme des identités et comme un système de relations sociales, c'est-à-dire qu'on est dans un concept systémique qui organise un système. Alors, pour l'expliquer le plus simplement possible, tout part d'un cadre contraignant, on pourrait dire d'un contexte. Ce cadre contraignant, il est multiple. Il peut être politique. Vous comprendrez bien que la définition d'un homme dans l'Italie fasciste ou dans l'Allemagne nazie, ce n'est pas exactement la même chose que dans une démocratie libérale. Les attentes ne sont pas les mêmes. Religieux. Le contexte religieux peut jouer. Allez voir la place de l'homme chez les Mormons, et on comprendra bien que ce n'est pas exactement la même que, par exemple, dans une démocratie laïque et une république athée comme la nôtre. Un cadre social, la définition, les attentes de ce qu'est un homme dans le milieu ouvrier du XIXe siècle, ce n'est pas la même que dans le milieu bourgeois du XIXe siècle. Il y a des tendances, on retrouve des points communs, mais pour autant, on a une construction et des attentes très différentes. Le cadre familial, qui est essentiel, absolument essentiel. J'ai pas encore, une grande partie de mon travail sera organisée autour d'entretiens avec d'anciens ouvriers et des ouvriers actuels. Pour l'instant, j'ai un certain nombre de prises de contact avec eux, et en leur présentant le sujet, je vois à quel point la place du père et du grand-père peuvent être essentielles. Ou comme modèle, ou comme contre-modèle, ou comme anti-modèle. En tout cas, c'est une référence absolument constante. Et le cadre, j'hésitais à appeler ethnique, au regard des récentes déclarations de la représentante du gouvernement, mais en tout cas, un cadre de l'origine peut vraiment être intéressant à mobiliser. Ce n'est pas dans nos habitudes en France, clairement, mais quand on voit par exemple les travaux aux États-Unis sur les masculinités, comment ils montrent les masculinités afro-américaines, les masculinités latino-américaines, asiatiques, WASP, blanche, comment on peut passer d'un modèle qui circule d'une catégorie ethnique à une autre, c'est vraiment intéressant de voir comment ces modèles peuvent être volatiles. Donc ce cadre contraignant ou ce contexte crée des masculinités, c'est-à-dire des identités masculines. Alors comment on les identifie, ces identités masculines, sur quoi elles reposent? Principalement, pour faire consensus, moi j'opte pour trois choses. D'abord, des attributs physiques. Ils peuvent être multiples. Ça peut être la musculature, ça peut être la pilosité. Pendant très longtemps, à la période antique et médiévale, ça a été tout simplement l'appareil reproducteur, les testicules, les bras, les abdominaux, donc des attributs physiques. Des valeurs morales, absolument au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'a jamais uniquement des attributs physiques, mais ils sont toujours accompagnés de valeurs morales. Ces valeurs morales, c'est le courage, la bravoure, la technicité, la ténacité, la précision, l'audace. Toutes ces caractéristiques, ces valeurs morales définissent aussi ce qu'est un homme. Et puis des performances publiques, c'est-à-dire des comportements ou des mises en scène des individus. Parler fort, occuper l'espace, prendre des risques, la boisson, boire en public, la solidarité entre copains, chez les jeunes, mais pas seulement, dans le milieu ouvrier par exemple, défendre le copain face aux autres. Donc les performances publiques sont également clairement des définitions des masculinités. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si le contexte crée les masculinités sont porteuses également de nouveaux contextes, c'est-à-dire qu'elles créent des nouveaux contextes sociaux. D'abord, elles sont porteuses de représentation sociale.
C'est-à-dire que comme on est dans une mise en scène, il y a le regard extérieur qui va également définir ces masculinités. Et c'est pas peu de le dire, parce que ça peut être essentiel. Je prends un exemple très simple et rapide, c'est le danseur classique. Le danseur classique de haut niveau. Si on prend mes 3 petites bulles bleues, là, il répond à tout. Il répond à tout pour être vu comme un sportif de haut niveau. Les attributs physiques, le corps d'un danseur classique, c'est une véritable machine musculaire qui est absolument maîtrisée, il maîtrise totalement son corps. Des valeurs morales essentielles, le courage, le sacrifice, la ténacité, parce que pour avoir une carrière de ce type-là, il faut justement en vouloir, et en vouloir beaucoup. Et c'est des hommes qui ont un corps complètement détruit à 40 ans. Et puis la mise en scène, il faut jouer avec son corps, avec la partenaire, jouer sur la musique, jouer avec le metteur en scène qui nous regarde, se mettre en scène devant un public. Donc on est dans toutes les caractéristiques d'une masculinité. Et pourtant, c'est une masculinité complètement à part. On ne peut pas comparer avec un joueur de foot, par exemple. Parce que la société a un regard sur la pratique de la danse qui est celle d'un sport, enfin d'une pratique en tout cas féminine. Donc la masculinité du danseur étoile, ça va être une masculinité à part, qui sera rarement un modèle et qui sera, voire éventuellement, vue comme dissidente. Et enfin, ces masculinités sont porteuses de nouvelles relations sociales, inter- et intragenres, c'est-à-dire entre hommes et femmes et entre hommes. Ces relations, elles sont de 3 types. Hiérarchiques, il y a plusieurs masculinités qui coexistent et qui ne se valent pas, certaines dominent, d'autres pas, etc. Agonistiques, c'est-à-dire qu'on a une compétition entre ces masculinités et qui peut être conflictuelle, même si la conflictualité n'est pas forcément toujours présente. Donc on est bien sur quelque chose d'assez complexe. Juste pour ces relations sociales inter- et intragenres, je vous donne un exemple très rapide, c'est le monde du travail. Ça me semblait intéressant de m'arrêter 2 secondes là-dessus. Voilà, vous avez à gauche un homme qui peut se placer en position de force face à des femmes, mais le même homme peut être également lui-même en position subordonnée, voire dans une relation dominée, dans une relation homme-homme au même moment. Donc on est bien dans une masculinité ici qui est multiple, à la fois dominante ou dominatrice, et en même temps soumise. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment m'arrêter sur une définition claire. Donc en définitive, pour cette première partie, les masculinités, pour moi, sont vues comme des identités qui reposent sur des attributs physiques, des valeurs morales et des performances publiques. Elles forment un système de relations de genre et de domination sociale basé sur des liens hiérarchiques, agonistiques et conflictuels. Ce qui veut dire que la masculinité, ça n'existe pas. Il y a des modèles qu'il faut contextualiser parce que ils évoluent dans le temps, donc ils ne sont pas du tout ahistoriques, et ils ne sont surtout pas hors sol. Donc il faut absolument, quand on parle de masculinité, bien présenter le contexte avant. Alors, ça m'amène à ma deuxième partie, puisque c'est un concept qui n'est pas ahistorique, c'est-à-dire qu'il évolue, et donc on peut l'étudier. Alors, depuis quand sont étudiées les masculinités en tant que telles? Ça peut paraître paradoxal, mais il faut partir de l'histoire des femmes, parce que c'est de là que ça vient. Avant, grosso modo, on étudiait des événements, des régimes politiques, des crises économiques, des classes sociales. Bon, voilà, l'histoire étudiait tout ça. L'homme était central, mais on n'étudiait pas l'homme en tant que tel, finalement. On n'étudiait pas ce qu'il définissait, ce qu'il motivait, ce qui expliquait ses relations avec les autres hommes, avec les autres femmes, comment il se voyait lui, comment il voyait les femmes, comment il les percevait. Tout ça n'était pas étudié. Donc, l'histoire des hommes, finalement, est assez récente. Donc, pour simplifier, pour caricaturer un peu, à mon sens, il y a 3 étapes. D'abord, l'histoire des femmes. Alors, l'histoire des femmes, alors il existe une préhistoire, l'histoire des femmes, on pourrait dire. Dès les années 30, dans l'entre-deux-guerres, on a des historiennes. Je pense à Jeanne Bouvier, une ouvrière lingère, qui a fait l'histoire des ouvrières, qui a fait l'histoire des femmes dans la Révolution française. Un peu plus tard, il y a eu Edith Thomas, qui a travaillé dans les années 50 sur les femmes de 1848, sur George Sand, les femmes au 19e siècle. Donc, on a eu déjà des travaux sur les femmes, mais il faut vraiment attendre les années 1970 pour voir émerger une histoire des femmes
absolument plus généralisé, disons. Alors, tout ça, ça naît d'un contexte. C'est le contexte des années 70. Ce contexte des années 70, c'est d'abord la renaissance du féminisme, particulièrement en France avec le MLF en 1970, qui s'inspire des pratiques du Women's League des États-Unis. Le constat est que finalement, mai 68 n'a pas apporté grand-chose aux femmes, et donc le combat doit continuer. Elles veulent absolument sortir de l'universalisme masculin et rendre les femmes visibles. Donc, on va avoir tout d'abord un contexte militant très important. Et puis, un contexte historiographique nouveau. On est dans la fin de la période des annales, on est dans les nouveaux thèmes de travail. Je pense à Braudel, qui a travaillé sur l'alimentation, Philippe Ariès, qui a travaillé sur la mort. Donc, on était aussi dans un moment où l'histoire des femmes pouvait arriver, finalement. Dans un contexte beaucoup plus précis, c'est aussi un contexte dans lequel les femmes arrivent aux responsabilités. Ce sont les premières femmes qui sont professeurs d'université dans les années 70. Avant, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, même si elles sont peu nombreuses, même si elles n'ont pas beaucoup de réseaux, il n'empêche qu'elles commencent à être présentes et elles vont imprimer leur marque. Et cette marque, elle va s'imprimer, je dirais, dans un moment fondateur qui est à Jussieu, l'université de Jussieu. Donc, c'est une université un peu particulière, Jussieu, dans les années 70. Elle est née de la scission de la Sorbonne après mai 68. On est là dans une université différente où on veut enseigner autre chose, autrement. On enseigne la guerre du Vietnam, on enseigne le maoïsme, on enseigne le monde ouvrier. Et du coup, l'histoire des femmes peut arriver ici sans choquer finalement vraiment les tenants de l'organisation de cette université. Donc, le moment fondateur, c'est les trois historiennes que vous avez sous les yeux. Donc, en haut, Pauline Schmitt-Pantel, qui est historienne antiquisante, spécialiste d'histoire culturelle grecque. Juste en bas, Fabienne Bock, qui vient d'un tout autre horizon, puisqu'elle est spécialiste, elle, du parlementarisme de la Troisième République. Et évidemment, Michel Perrault, spécialiste du monde ouvrier, spécialiste de la grève et historienne du monde social. Le moment fondateur, c'est le séminaire Les femmes ont-elles une histoire, puisque à ce moment-là, on va avoir pour la première fois un cours organisé autour de la question de la femme. À partir de là, on va avoir les premières études de ces historiennes. Alors, ça va être une histoire avant tout, d'abord, si on prend deux phases, une phase économique, une phase sociale, c'est les femmes dans le monde ouvrier, les relations travailleurs-travailleuses, l'exploitation des femmes dans le monde usinier, avec un colloque d'ailleurs, le premier grand colloque de cette histoire des femmes, c'est les femmes et les classes ouvrières. Donc on est vraiment dans une première phase histoire économique et sociale, bien sûr. Une deuxième phase, plus au tournant des années 70-80, 1970-1980, ça va être une histoire plus politique, notamment une histoire du mouvement féministe, et puis une histoire anthropologique, qui pour le coup est vraiment très très intéressante, où on va voir la place des femmes à la campagne, la place des femmes dans le système familial, comment elles sont considérées, les paroles, les gestes, les pratiques du quotidien. Donc on est vraiment là dans les apports de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie. Pour autant, cette histoire va progressivement trouver des limites. J'en mettrai au moins deux. La première, c'est le risque d'isolement, puisque ces historiennes n'ont pas encore des réseaux extrêmement constitués. L'isolement, le risque d'isolement, c'est de ne faire que de l'histoire des femmes. On serait là presque dans un cul-de-sac assez rapidement. La deuxième, c'est plutôt une limite. La limite, c'est que principalement, les femmes on a une vision assez dichotomique des choses. Grosso modo, les hommes dominent, les femmes sont dominées. Et la plupart de ces études montrent les femmes comme un tout, un ensemble social dominé, une classe sociale dominée. Et finalement, on n'a pas vraiment de va-et-vient entre l'homme et la femme. C'est surtout en point de vue de femmes et de femmes dominées. Du coup, on arrive à une deuxième étape pour dépasser justement ces limites. C'est l'histoire du genre. Alors c'est pareil, l'histoire du genre, c'est en vérité, il y a aussi une préhistoire
l'histoire du genre, dès les années 30 aussi, dans l'entre-deux-guerres. La psychiatrie, la psychanalyse différencient de plus en plus ce qu'on appelle donc le sexe, c'est-à-dire le sexe biologique, de ce qu'ils appellent à l'époque le rôle sexuel ou alors le sexe social. C'est-à-dire on différencie ce qui est naturel de ce qui est construit par la société. Le grand tournant, c'est 49. En 1949, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, on est femelle, mais on devient une femme. Donc, on a bien l'idée que le rôle de la femme, en fait, est une construction sociale. Et puis, c'est repris dans les années 70, c'est très, très à la mode par les sexologues, les psychologues qui s'emparent de tous ces thèmes. Le tournant pour l'histoire, c'est incontestablement Joan Scott. Donc, en 1986, elle rédige un article qui est fondateur, le genre, une catégorie utile de l'analyse historique, et elle montre comment le concept de genre peut être utile pour l'historien et pour l'historienne. Donc, Joan Scott, c'est une historienne états-unienne, spécialiste de la France, particulièrement de la laïcité, et également du genre, puisqu'elle a fait une grande partie de sa carrière dessus. Et son idée, enfin, ses idées, c'est de dire que le genre, c'est un des éléments constitutifs des relations sociales, c'est-à-dire et des rapports de pouvoir. Donc, quand on étudie la construction sociale, quand on étudie les dominations sociales, il faut absolument également ne pas se limiter, disons, à la domination du riche sur le pauvre, du patron sur l'ouvrier, mais également étudier la domination de l'homme sur la femme. Or, ce qu'elle va apporter, c'est de tout de suite insister en disant qu'il ne faut pas se limiter à étudier les opprimés. Mais ce qu'il faut, c'est étudier les ressorts de la domination, analyser le sens de la domination, la nature de l'oppression. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Est-ce qu'ils ont toujours agi comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution? Donc finalement, elle analyse un lien social, qui est le lien de domination par le genre, et pour cela, elle va mobiliser l'histoire sociale, la sociologie, mais également la psychanalyse, mais également les trajectoires personnelles, notamment les trajectoires familiales, et elle insiste grandement sur le fait qu'il faille contextualiser toutes les relations de domination de genre. Il n'y a pas une domination générale ou générique, il y a bien différents types de domination. Et donc, si le genre, c'est une construction sociale, ça veut bien dire qu'on peut l'historiciser et qu'on peut le contextualiser. Donc, on est bien dans des études qui vont viser à cela. Alors, en France, très rapidement, ça va avoir des échos, et le meilleur écho, c'est la collection Histoire des femmes en Occident, qui relève beaucoup plus de l'histoire du genre que de l'histoire uniquement des femmes. C'est rédigé à partir de 1987, donc un an après l'article de Joan Scott. Ça paraît entre 91 et 92. Et l'idée, elle est là. Dans l'avant-propos de Georges Duby et de Michel Perrault, ils insistent bien sur le fait que cette histoire n'est pas une histoire des femmes, mais une histoire des femmes, des hommes et des relations entre les hommes et les femmes. Donc on est bien dans une histoire du genre. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on a comme point commun dans l'ensemble de ces pratiques? Alors je vous ai mis en exergue un autre livre, là, La France virile, tiré de la thèse de Fabrice Virgili, qui est aussi très intéressant puisque c'est une histoire des femmes tondues à la libération, mais en réalité, il décentre son analyse et analyse la tonte, pas la femme tondue, l'acte de tondre. Qui est-ce qui tombe? Quand? Comment? Pourquoi? Et donc, on est bien dans un va-et-vient entre l'homme et la femme, et c'est vraiment une des premières caractéristiques. C'est une histoire comparée des hommes et des femmes, l'histoire du genre. C'est également une histoire qui explique comment sont créées, comment se composent, comment sont représentées les identités et le genre. Également, donc, comment elles sont mises en scène, comment elles sont représentées. Et puis, si on devait quand même trouver une limite, parce que rien n'est parfait, c'est finalement une limite un peu extérieure. C'est qu'on va avoir un terme qui est absolument surmédiatisé dès les années 90, mais par la suite également. Et on a un terme totalement victime de son succès, qui est souvent vidé de toute substance quand on l'utilise sur des plateaux télé ou autres, où finalement le genre est utilisé un petit peu à tort et à travers.
Si bien d'ailleurs que John Scott a réédité son article de 1986, il l'a réédité en 2014, dans lequel elle critique sa première analyse, elle la dépasse et elle essaie de revenir aussi à des fondamentaux sur le genre. Vous voyez qu'on est dans une deuxième étape. Les hommes sont également étudiés, mais de façon conjointe avec les femmes. Pour arriver à la troisième étape, c'est-à-dire vraiment l'histoire des hommes, ben, il faut attendre les années, en France les années 2000 et dans le monde anglo-saxon un petit peu plus tôt. Donc pareil, il y a une préhistoire également de l'histoire des hommes. Je pense à Nathalie Davis en 1975, une très grande féministe historienne des États-Unis, qui dès ses premiers articles le dit que l'histoire des femmes est condamnée à être perdue si elle n'étudie pas les hommes avec eux. Donc on a déjà cette idée-là dès le début, même si ça n'a pas un grand écho. Et la deuxième, à mon sens, la deuxième grande étape, c'est Michel Foucault, dans cette préhistoire de l'histoire de l'homme et l'histoire de la sexualité, dans laquelle Michel Foucault montre que le sexe n'est pas un invariant, qu'il évolue, que le désir et que la place de l'homme dans le couple et dans la relation sexuelle ont évolué. Et il va vraiment axer son travail là-dessus. Donc on est déjà dans une première histoire de l'homme, finalement, à travers cette histoire de la sexualité. Toujours aux États-Unis, dans les années 70, on a une activité qui est essentielle, c'est l'activité de la NOMAS. Alors, je parle très mal anglais, mais c'est la National Organization of Men Against Sexism. Grosso modo, ce sont des hommes féministes et qui entendent montrer que les masculinités sont plurielles et que il y a des hommes qui défendent le droit des femmes, qui s'opposent au patriarcat, qui s'opposent à la domination masculine et que donc on ne peut pas mettre les hommes dans une seule catégorie. Ça a un vrai écho dans le monde anglo-saxon, puisque tout d'abord, dans la NOMAS, on retrouve Michael Kimmel, qui est l'auteur de l'ouvrage du milieu ici, Manslave, qui est un très grand auteur des masculinités aux États-Unis et qui a notamment beaucoup travaillé sur les masculinités des jeunes, masculinités afro-américaines aussi, latino. Une autre étude et un autre nom, c'est Rewin Connell, qui est la spécialiste mondiale aujourd'hui des masculinités et qui insiste beaucoup sur la concurrence entre masculinités, les tensions qui existent entre plusieurs modèles de masculinité et l'importance aussi de les contextualiser. On est sur deux sociologues, il y a quand même un historien. C'est John Tosh, un historien britannique qui est très très intéressant pour les masculinités, mais aussi pour l'histoire en général, parce qu'il a beaucoup réfléchi sur l'histoire, la place de l'historien dans la société, etc. Et lui, il s'est spécialisé par exemple dans la masculinité des bourgeois du 19e siècle, de l'époque victorienne, et il montre comment le modèle bourgeois s'est installé progressivement en Angleterre et comment il a totalement bouleversé la place de l'homme dans la société. Donc on est bien aussi dans quelque chose de totalement historicisé. On y reviendra un petit peu plus tard. En France, il faut attendre la fin des années 90, avec un moment fondateur, plutôt deux moments fondateurs, mais qui arrivent au même moment. C'est le colloque L'Histoire sans les femmes est-elle possible d'Anne-Marie Zone, qui est l'auteur de ces deux livres-là sur les hommes, dans lequel elle tient une session qui s'appelle Vers une histoire de la masculinité, en 97. Et un an plus tard, il y a La domination masculine de Pierre Bourdieu qui sort. Donc, c'est un livre qui est relativement critiqué pour plein de raisons, mais il a le mérite au moins de montrer que finalement les hommes et les femmes souffrent de la domination masculine, puisque pour les hommes, il y a une véritable injonction, sois un homme. Donc ça impose tout un ensemble d'obligations pour l'homme à remplir, finalement, à cocher, des cases à cocher pour être un vrai gars, un vrai mec. Et du coup, voilà, il a travaillé là-dessus, ce qui est quand même assez intéressant. Les autres livres, alors je ne vais pas vous faire une exégète de chacun, mais disons qu'il y en a un qui est très intéressant aussi, c'est celui d'André Roche, fin des années 90. Ces deux tomes qui ont été réédités en 2005 en un seul pavé. Histoire du premier sexe, donc de la Révolution à nos jours, ça ne traite que de la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend le point de vue de l'État. C'est-à-dire, lui, il est dans le cadre contraignant, présenté au début, et il montre comment, finalement, l'État peut créer un certain type de masculinité.
Les autres, ben, en fait, ces trois ensembles, donc une histoire sans les hommes est-elle possible, les 3 tomes de l'histoire de la virilité et hommes et masculinité de Régis Robenin, sont des galeries de portraits. C'est-à-dire on retrouve différents modèles de masculinité. La masculinité ouvrière, la masculinité du militaire, etc. Et le dernier, c'est le seul qui est vraiment une histoire des hommes, pour le coup, en France. C'est l'histoire, enfin, c'est Anne-Marie Zone, Soit un homme, dans lequel elle montre pendant tout le 19e siècle comment l'identité masculine des jeunes s'est transformée. Comment on est passé d'un modèle assez agressif, où le jeune est agressif, violent, à un modèle beaucoup plus pacifique, beaucoup plus intériorisé aussi de masculinité, moins dans la représentation aussi. Alors les points communs, c'est que donc je vous ai mis, on a une histoire des hommes dans leur rapport aux femmes, dans les rapports aussi entre hommes, c'est intéressant. Comment ces identités se construisent, comment sont représentées ces identités masculines, avec une petite limite quand même, c'est que les livres comme celui d'Anne-Marie Zone sont très rares, et que finalement, en France, si les hommes sont bien devenus objets d'histoire, s'ils sont bien étudiés par les historiens maintenant depuis les années 2000, grosso modo, il n'empêche que dans les autres œuvres historiques, historiennes, des œuvres sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre de décolonisation ou autre, la focale des masculinités n'est finalement pas vraiment utilisée, ou rarement. Or, ça peut être intéressant. J'imagine que revoir la guerre d'Algérie à travers ce prisme-là, voir le point de vue que pouvaient avoir les colons sur les colonisés et vice-versa, ça peut être vraiment intéressant. Alors, ma troisième partie, maintenant qu'on a vu un petit peu comment l'homme est devenu un objet d'histoire, quels sont les bilans qui ont été tirés finalement de ces études. Alors, j'insiste vraiment, la petite photo en bas à gauche, avec la grosse croix rouge là, cette photo n'est absolument pas valide. On n'a pas une évolution qui mènerait à un homme aujourd'hui, c'est déjà pas valide en préhistoire cette représentation, mais elle ne l'est pas non plus pour les masculinités, puisque ça laisserait à penser qu'il n'existe qu'une seule masculinité. Or, ce monsieur qui pousse sa poussette n'est pas une référence masculine, puisqu'il y en a d'autres qui ne le font pas, et donc on est bien dans toujours une pluralité de masculinité qui ici n'est pas représentée. Donc on ne peut pas faire une généralisation et dire la masculinité elle était comme ça au XVIIIe siècle, elle est comme ça aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est voir des modèles. Quels sont les modèles qui ont dominé, comment ils ont évolué, comment ils se sont transformés. Donc moi, je vous propose de voir 2 modèles. Le premier, c'est le modèle militaro-viril. Le modèle militaro-viril, c'est finalement le lien qui est fait, pardon, j'arrive trop vite, le lien qui est fait entre je suis un homme et je défends la patrie. C'est-à-dire que je suis un homme parce que je défends la patrie. La Révolution française réactive en partie ce modèle-là, c'est-à-dire le modèle du soldat citoyen, le modèle de certaines cités grecques, le modèle de Rome durant la République romaine, et connecte donc 2 rôles qui vont rester profondément masculins pendant tout le XIXe siècle, à savoir la défense de la patrie, le rôle militaire, et la décision politique. Les 2 sont totalement connectés. Ce moment fondateur, donc, c'est 1793, la patrie en danger et la première levée d'hommes, où dorénavant la défense de la patrie n'est plus réservée à une élite, la noblesse, mais est ouverte à la population. Alors ça, à la rigueur, c'est pas nouveau, parce que l'armée s'était déjà professionnalisée pendant depuis la fin du Moyen-Âge, mais ça s'est renforcé au XVIIIe siècle. Par contre, là, ce qui est nouveau, c'est de dire que tu es un homme, donc tu dois défendre la patrie. Donc ça devient une injonction, c'est une obligation. Donc on a une connexion entre le rôle d'homme et celui de défense de la patrie. Quelques exemples. Par exemple, c'est l'importance du conseil de révision. Pendant tout le XIXe siècle, le conseil de révision, c'est le moment où on décerne aux garçons un certificat de virilité. C'est-à-dire que le conseil de révision, c'est le moment où on vérifie les aptitudes physiques du jeune pour voir s'il est capable d'aller servir la patrie, son service militaire. Et on a cette expression, mais qui reste jusqu'à l'ajournement du service militaire en 1997,
bon pour le service, bon pour les filles. C'est-à-dire que du moment que ça y est, t'es bon pour aller risquer ta vie, ben ça y est, mon gars, t'es devenu un homme. Donc, on a les deux qui sont totalement connectés. Et on l'a avec une idée simple, c'est que le conseil de révision, quand on regarde un petit peu la littérature du 19e, c'est le moment de la première visite au bordel. Donc, on a les deux qui sont absolument liés. Pensez à la chanson de Jacques Brel, au suivant. C'est le jour du conseil de révision, et puis on a cette file de jeunes hommes là, nus, qui vont aller voir une prostituée. Ben, il y a une certaine réalité là derrière. Un autre exemple, c'est la permanence de la pratique du duel. On est dans une pratique militaire, d'abord une pratique de la noblesse, puis une pratique militaire, qui va perdurer tout au long du 19e siècle. Parce qu'il faut défendre son honneur, il faut être courageux, il faut être capable de risquer sa vie. En même temps, c'est pas que ça le duel, c'est aussi des codes. On ne va pas se battre comme on veut, c'est pas un combat de chiffonnier. Il y a des règles à respecter, donc c'est aussi une preuve de dextérité, mais c'est aussi une preuve de respect des règles. Un homme, c'est aussi ça, c'est pas que le courage un peu foufou. C'est un modèle, le modèle militaro-viril qui traverse tout le 19e siècle, donc par reproduction sociale, le père qui va raconter à son fils l'expérience du service militaire, etc., par volonté de l'État, à plus forte raison après la défaite de 1870. On se rappelle qu'après la défaite de 1870, ben, l'école, déjà l'État généralise vraiment le service militaire, et puis on prépare les jeunes garçons à l'école, au service militaire. C'est la création des bataillons scolaires. Ils ne vont pas durer très longtemps, c'est une expérience qui dure 5 ou 6 ans. Mais les bataillons scolaires, c'est les petits garçons qui, le jeudi après-midi, vont en uniforme parader avec des fusils en bois, marcher au pas de loi, apprendre des chants patriotiques, et puis apprendre le maniement des armes. C'est aussi les programmes scolaires, clairement. On prend le domaine de l'histoire. L'histoire est une histoire nationale et nationaliste. On va apprendre aux enfants que le bon modèle à suivre, c'est celui de Vercingétorix, c'est celui de Clovis, c'est celui de Duguay-Clin, c'est celui des militaires. Donc, c'est celui de la guerre. Donc, on a un modèle qui traverse le siècle, même s'il peut être parfois remis en cause. Je vous ai mis en bas la gravure du grognard, l'image du grognard napoléonien, le demi-solde, à partir des années 1820, que vous soyez chez Hugo, que vous soyez chez Maupassant ou chez Balzac, c'est le mec qu'il ne faut pas trop fréquenter. Il boit, il est ivrogne, il est violent. D'ailleurs, dans les duels, quand on regarde les archives de la justice, ben, les archives montrent bien que dans la plupart des duels, il y a un militaire qui est impliqué. Donc on est bien dans une pratique qui est aussi critiquable et qui est aussi critiquée. Mais la vraie remise en cause, c'est la Première Guerre mondiale, qui va rendre totalement caduque le modèle militaro-viril. Parce qu'on est dans un déferlement de violence comme on n'en a jamais connu, c'est une boucherie, et on pousse des jeunes gens à devenir des bouchers, parce que lors de la Première Guerre mondiale, l'acte héroïque, l'acte de bravoure devient insuffisant, devient totalement inutile face à la puissance de feu, face après 1915 et l'utilisation de la mitrailleuse, la montée à l'assaut, c'est-à-dire sortir de la tranchée à l'assaut de la tranchée adverse, c'est un suicide, on le sait. Donc la bravoure traditionnelle n'est plus utilisable. La connexion courage-virilité, elle s'amenuise à ce moment-là. Et à plus forte raison après la guerre. 9 millions de morts, 6 millions de blessés, des hommes qui reviennent estropiés, des hommes qui reviennent avec un bras en moins, une main en moins. La naissance de la psychiatrie, c'est pas pour rien non plus. C'est des hommes qui mouillent leur lit nouveau, c'est des hommes qui peuvent être impuissants. Donc cette connexion, je fais la guerre, je suis un homme, elle est sérieusement entamée, elle se fissure complètement à ce moment-là. Et elle va continuer à se fissurer avec l'entre-deux-guerres et le modèle fasciste qui reprend ce modèle guerrier à son compte. La défaite de 40 en France qui remet une couche finalement là-dessus. Et puis mai 68. Clairement, mai 68, c'est une opposition entre des jeunes et des militaires. Donc ça veut dire que pour le jeune, être un militaire n'est plus gage d'être un homme. Il faut écouter les chansons de Renaud.
les chansons de Renaud, elles montrent bien cette opposition-là entre deux perceptions de l'homme, deux définitions de l'homme complètement différentes. Donc là, vous avez un exemple de modèle de masculinité, ce modèle qu'on appelle militaro-viril, qui évolue pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle, et qui finalement s'est amenuisé pour presque disparaître à la fin du 20e siècle. Un autre modèle qui peut paraître naturel, mais qui ne l'est pas, c'est celui qui est étudié, alors là, par André Roche en France et par John Tosh en Angleterre, qui est le modèle bourgeois. C'est-à-dire l'homme, père de famille et breadwinner, donc celui qui ramène le pain sur la table. Ce modèle-là, il n'est pas existant de tout temps. Au XVIIIe siècle, l'Ancien Régime est très très différent à ce niveau-là. La division du travail est très différente. Et il n'est pas rare que l'homme travaille avec sa femme, c'est même plutôt habituel. Tout simplement parce que le lieu de travail, enfin c'est pas tout simplement, mais c'est une cause, le lieu de travail et le foyer sont le même endroit. Donc l'homme va fabriquer, la femme va vendre. L'homme va gérer ce qu'on appellerait aujourd'hui les fournisseurs, la femme va gérer les comptes. Donc on est dans un travail d'équipe. Or, les rôles, après la révolution industrielle, vont s'établir beaucoup plus strictement. Le lieu de travail ne peut plus être le lieu de vie, c'est plus possible. L'usine, le cadre usinier ne peut pas être un lieu, ni pour le bourgeois, ni pour l'ouvrier d'ailleurs. Donc, pour le bourgeois, ça va être je pars au travail, je gère le salaire qui rentre à la maison, et le foyer devient ce que John Tosh appelle le lieu de reconstruction pour l'homme, c'est-à-dire qu'il revient au foyer, et là, en gros, ça doit être attachons, hein, ça doit être un peu le nabab, parce que il faut qu'il récupère ses forces pour retourner au turbin le lendemain. Donc, on a une séparation entre hommes et femmes, aussi dans la journée et dans le déroulement de la journée, qui est essentielle, et qui va cloîtrer les femmes dans un rôle de mère au foyer. Regardez en médaillon le petit tableau que vous avez en haut à droite, hein, et l'homme dans le rôle, au contraire, de travailleur. Ça va être également les valeurs bourgeoises du travail qui sont transposées en valeurs ou en vertus masculines. Par exemple, la culture de la concurrence, de la compétition, qui avant existait beaucoup moins, parce qu'il y avait un cadre, c'était les corporations. Donc les corporations apportaient une certaine stabilité aux travailleurs qui n'existe plus avec le capitalisme. On est dans une concurrence à tout va, on est dans une compétition à tout va. Donc si on veut faire sa place, on est dans un triomphe de l'individualisme, de l'accumulation, et puis dans le mythe du self-made man, qui est quelque chose d'assez récent, donc vraiment qui date du 19e. C'est aussi la domination de l'homosociabilité du monde bourgeois. Regardez à droite, hein, vous avez un exemple de café, on n'a que des hommes. La femme reste dans un rôle ou de mère au foyer ou de représentation. C'est-à-dire que le bourgeois, il va inviter d'autres, des hommes d'affaires, etc. Et du coup, ils vont la femme va devoir faire bonne figure. Donc, on est dans un modèle qui se construit et qui va se fissurer aussi au cours du XXe siècle, ce qu'on va voir dans la dernière partie. Alors, j'avais préparé également un petit résumé du travail d'Anne-Marie Zone. J'ai pas le temps de le faire là. Donc, vous l'avez là, quand vous pourrez aller voir sur YouTube la vidéo, vous mettrez pause et là, vous aurez un petit peu les conclusions d'Anne-Marie Zone sur la transformation de la masculinité des jeunes. Alors, du coup, ma dernière partie, en quoi est-ce que l'étude des masculinités peut être intéressante pour renouveler des thématiques qu'on a déjà abordées. Un exemple me semble intéressant, c'est l'histoire politique de l'après-guerre à nos jours. Donc, on a toujours en tête les idées de reconstruction, d'immigration, mais aussi de place de la femme. Et justement, prendre la lorgnette finalement ou la focale de la masculinité est intéressant pour voir ça. À mon sens, il y a trois, on va dire, deux grandes idées. L'État donc va influer sur les masculinités, c'est-à-dire qu'il va transformer les masculinités avec l'instauration de lois, alors je dis paritaire avec plein de guillemets, parce qu'évidemment la parité n'existe pas entre hommes et femmes actuellement, mais en tout cas avec des intentions. Donc par exemple, la première étape, c'est
toute la législation autour de la mixité, qui va redéfinir la place de l'homme dans la société. Donc, la perception de l'homme qu'il peut avoir de lui-même. Quelques lois, très rapidement, le droit de vote des femmes, évidemment, qui est présent dans le programme du CNR dès 1944, mais une loi qui est peut-être un peu oubliée, mais qui est pourtant juste essentielle, c'est la loi sur la mixité à l'école. Elle est en fait dans les cartons dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais plus pour des raisons d'éducation, d'instruction publique, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc il faut attendre 57 pour que ça soit en œuvre dans les écoles primaires et 75 dans les établissements secondaires avec la loi Abi. Mais en quoi ça change l'homme, cette mixité? Pardon, je vous ai mis aussi la notion de salaire féminin. L'égalité au travail, dès 1946, on a la loi sur la disparition du salaire féminin et en théorie l'égalité de salaire à travail égal. Et puis la loi Roudy en 1983 sur la parité au travail et la légalité d'embauche, notamment l'interdiction de faire des annonces d'embauche genrées. On ne peut plus dire ce poste est réservé à un homme ou une femme. Cette mixité, elle est super importante parce que, en fait, on va mettre en contact des hommes et des femmes dès le plus jeune âge. Avant, ce n'était pas le cas. Les garçons étaient, quand ils étaient à l'école, entre garçons, dans les œuvres avec le curé le jeudi après-midi entre garçons, le service militaire entre garçons. Donc finalement, la fille, c'était un fantasme. On avait une sœur, on avait une mère, il y avait parfois des cousinades, mais disons qu'on ne la voyait pas, la fille. Là, on réduit le fantasme. On casse l'exclusivité de l'homosociabilité, ce qui permet une vraie émulsion. Et l'ensemble des commentaires de l'éducation nationale, de l'instruction publique, des parents d'élèves, des revues de parents d'élèves, des revues pédagogiques, montrent à quel point c'est bénéfique pour les garçons d'être au contact des filles. Ils sont plus doux, il y a moins de bagarres, il y a une meilleure émulsion, et puis on leur apprend l'égalité. Si t'es meilleur que si toi tu as un diplôme et que la copine n'a pas, c'est pas parce que les diplômes sont réservés aux gars, c'est parce que toi tu as été meilleur qu'elle. Ça veut dire qu'on dénaturalise le truc. On ne dit plus t'es un homme donc tu as droit au diplôme. Non, t'es un homme parce que tu as le diplôme parce que tu l'as mérité. Puis on va se rendre compte, tiens, la copine elle est meilleure en maths que moi, elle est meilleure en histoire que moi. Donc ça veut dire que je peux être moins bon aussi qu'une fille. À un moment de construction de l'identité, c'est juste fondamental. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir une masculinité qui va se tourner aussi vers les filles. On est tous les films de la nouvelle vague, on est dans des relations d'adolescents aussi, garçons-filles, qui sont assez nouvelles. Puis, deuxième exemple, c'est toute la législation autour de la révolution des mœurs, la révolution sexuelle. Donc, toutes les lois, notamment, qui permettent aux femmes de maîtriser leur fécondité et maîtriser leur corps, tout simplement. Donc, la loi Neuwirth sur la pilule, la loi Veil en 75 et qui est vraiment validée en 79. Le viol, qui est reconnu comme un crime seulement à partir de 1980. Avant, c'est assimilé à un attentat à la pudeur. Là, dorénavant, ça relève des assises. Donc, on est dans une législation nouvelle. On est aussi dans une législation où on va avoir, dans des pratiques sociales où on va avoir une mise en couple plus tôt dans la vie. À partir des années 70 et de la révolution sexuelle, le taux de conception hors mariage, il est de 25%. Avant, il était 2 ou 3% dans les années 50. Un couple sur 6 débute sa vie avant le mariage. Donc, on va avoir une redéfinition des rôles sociaux et sexuels avec ces changements-là. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait finalement l'homme qui était l'élément actif. En gros, je fais la cour, je fais ma demande, je te prends pour épouse. C'est un petit peu le procédé. Le bon amant, si on prend l'histoire sexuelle, c'était celui qui prenait sa femme. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une certaine douleur le soir de la nuit de noces pour que l'homme puisse se targuer d'avoir pris sa femme. Quand le couple se teste avant le mariage, c'est très différent. On est dans des attendus réciproques, on se teste l'un l'autre. Le modèle bourgeois explose totalement, puisque les jeunes filles, quand on voit les différentes enquêtes des années 70, qu'est-ce que vous attendez d'un homme? C'est quelqu'un d'un peu rebelle, c'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui trace sa propre voie. Donc on n'est plus du tout dans le modèle bourgeois de reproduire le rôle de père de famille, grosso modo. Le bon amant, à partir des années 70-80, c'est celui qui est attentionné. Maintenant.
Le challenge, c'est de faire jouir, c'est pas de jouir. Donc, on est dans une relation totalement différente entre l'homme et la femme au niveau sexuel, qui redéfinissent aussi le rôle social de l'homme, incontestablement. Et on retrouve ça également, ça sera ma dernière remarque, dans le rôle de la paternité. Puisque les deux choses qu'on vient de voir là, ce sont des éléments constitutifs de l'identité masculine. Le rôle politique, avec le droit de vote qui est ouvert, le rôle au travail, dorénavant l'égalité de salaire, l'autorisation faite aux femmes de travailler sans l'accord de leur mari, 65 seulement, avoir un compte en banque. Ben, là, le cadre changeant, il va faire évoluer aussi l'homme, immanquablement. Et le rôle sexuel, qu'on a vu juste avant, et aussi le rôle de père. À partir des années 70, une femme peut adopter seule. Donc une famille n'est pas forcément un couple. Une femme peut fonder une famille. La pratique de la pilule, la pratique de l'avortement font que la femme arbitre sa volonté d'être mère et la volonté d'être père du mari. C'est plus lui qui choisit. La loi, en tout cas, permet à la femme de choisir. Alors on s'entend bien. Hein. Moi, je parle du cadre. Dans la réalité, bien sûr, il y a des viols conjugales. Bien sûr qu'il y a des femmes qui, par pression, ne pouvaient pas prendre la pilule, etc., etc. Mais le cadre le permettait. C'est l'explosion des familles monoparentales. Donc, pour les derniers chiffres, en 2014, dans un divorce, 80% des enfants finissent avec la mère. C'est-à-dire que l'homme n'est père que 4 jours par mois. Donc, c'est un des rôles fondamentaux de l'homme, qui était la paternité, est arbitré par la femme et en plus est finalement plus fragile, puisqu'il peut perdre son droit à la paternité. Le divorce peut se faire uniquement du point de vue de la femme, on n'est pas obligé d'avoir de l'accord de l'homme, et en même temps, il y a un beau-père qui peut arriver. Et ce beau-père, il va avoir une fonction paternelle qui va être plus marquée, plus fréquente que le père, entre guillemets, naturel. Donc, en conclusion, il y a clairement un retournement total, un changement de cadre qui provoque un retournement total de l'ordre, on pourrait dire patriarcal, à travers l'érosion de tout un ensemble de rôles qui étaient spécifiquement masculins. Le gagne-pain, le père, l'amant, tout ça, ça s'est transformé, et du coup, la place de l'homme elle-même s'est transformée. Et pour la conclusion générale, donc, moi, j'insisterai vraiment sur le fait que les masculinités sont en fait plurielles, qu'il existe différents modèles de masculinité, différents modèles dans le temps, différents modèles dans la société. On ne peut donc jamais généraliser, en parlant de la masculinité. Et je vous renvoie à... Donc là, je vous avais mis un petit schéma sur les lois paritaires. Pareil, vous pouvez mettre pause pour voir de plus près. Hein, c'est une animation, j'ai mis en rose, ça me semblait important. Juste sur la bibliographie, pour aller un peu plus loin, il y a vraiment une source qui est absolument géniale. C'est une web radio vraiment très très intéressante, animée par Victoire Trouillon, et qui s'appelle Les couilles sur la table, et qui traite uniquement de masculinité. Donc c'est présent sur Deezer, c'est présent sur YouTube. Il y a un livre qui a été édité sur Ulule, donc qui s'appelle Les couilles sur la table, et qui reprend les 2 ou 3 premières années d'entretien. Elle a des intervenants de très très grande qualité, des sociologues, des doctorants, des économistes, des historiens. Et c'est un livre, c'est une 60aine d'épisodes, et c'est vraiment juste, ça fourmille de choses très très intéressantes. Et pour les livres sur la masculinité plus particulièrement, donc c'est ceux que je vous ai présentés, ils sont finalement assez peu nombreux, mais ils permettent d'avoir aujourd'hui un vrai panorama finalement de la question. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, tout d'abord, avant de commencer le jeu des questions-réponses, dans la discussion, vous avez mis un lien vers un questionnaire à répondre afin de permettre de nous améliorer, de prendre en compte vos remarques afin de finir le printemps en beauté. Alors déjà, merci Noël Andriessen pour toutes ces informations. Avant de commencer les questions-réponses, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Dans le chat, vous avez soit la possibilité de mettre que vous avez envie de poser une question, et donc je vous laisse l'accès au micro.
Si vous n'avez pas de micro, du coup, vous posez directement votre question dans le chat et ça me permettra de la poser à l'oral à Noël Andriessen. Est-ce que certains d'entre vous ont une question? Sinon, j'en ai pour commencer. Alors, Géraldine, Berthaud. Hop, j'active le micro. Bonsoir. Donc d'abord, je voudrais vous remercier pour votre intervention justement sous un angle de contextualisation. Ah. On vous entend pas très bien, par contre. Historienne de l'art. Donc j'essaie aussi d'avoir une approche de l'art qui soit transversale et pas de la lecture d'œuvres avec des lignes de forme, des couleurs, etc. Mais de remettre les choses dans leur contexte. Et lorsque je parle d'artistes au XIXe siècle, on revient très souvent parmi les questions du public et par rapport aussi à l'interprétation que donnent les commissaires dans leur catalogue, on revient très souvent à l'interprétation de l'amitié des relations masculines au XIXe siècle comme étant forcément homosexuelles. Alors ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue, de savoir si dans votre travail sur les masculinités, vous avez pu aborder ces questions. Parce qu'il semblerait qu'il y ait bien d'une part une homosexualité assez répandue dans la tradition de la Renaissance à Florence, retrouvée dans la famille d'Asie, et en effet un certain homoérotisme qu'on trouve dans un certain nombre d'œuvres. Il semblerait aussi que c'est peut-être une méconnaissance des historiens, des conservateurs, des historiens de l'art, qui confondent les amitiés qu'on avait au XIXe siècle avec de l'homosexualité, à savoir des courriers où on s'écrivait, d'abord on prenait la plume, mais on s'écrivait, on avait des amitiés très fortes, éventuellement on partageait des goûts de mélomanes, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces historiens de l'art ont tendance à interpréter ça en revanche comme de l'homosexualité. Donc voilà, c'était pour savoir si vous pouviez m'en dire un petit peu plus, nous en dire un peu plus sur ce rapport à l'amitié, virile ou pas, au XIXe siècle. Si ça rentre dans votre étude. Alors, j'avoue que je n'ai pas tout entendu. Donc, je crois que la question, c'est est-ce que finalement les liens d'amitié et les liens épistolaires, j'ai cru comprendre, peuvent être considérés, c'est ça, comme des liens homosexuels? Ou ont été considérés comme des liens homosexuels? Alors, j'ai coupé le micro de la personne, je lui remets. Oui, merci. Voilà, c'est ça. C'est est-ce qu'on a un petit peu de visibilité sur est-ce qu'il y avait en effet beaucoup d'homosexualité masculine au XIXe siècle, presque autant qu'à notre époque, et qu'on tenté de la cacher, c'était un peu clandestin, ou est-ce que c'est un défaut d'interprétation des historiens aujourd'hui qui, dès qu'il y a relation épistolaire, etc., interprètent ça comme une relation homosexuelle, alors que c'est d'autres codes de l'amitié au XIXe siècle? D'accord. Alors, effectivement, c'est une question qui est très compliquée parce que, par définition, en tout cas au XIXe siècle, l'homosexualité, c'est vu comme une déviance. Donc, c'est quelque chose de clandestin et c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément afficher. Pour autant, il y a des homosexuels notoires, mais qui sont sur des branches très, très précises, notamment la prostitution, et aussi dans le milieu, effectivement, des artistes, où on peut avoir des artistes plutôt à la belle époque, donc la période d'avant-guerre, d'avant-première guerre, qu'au XIXe siècle. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, vous avez raison de dire que c'est compliqué de jeter notre regard à nous sur ce siècle-là où les codes ne sont pas les mêmes et surtout où l'homosociabilité est absolument dominante. C'est-à-dire que les hommes sont tout le temps entre eux. Et du coup, par exemple, Anne-Marie Zone a travaillé sur les internats, sur les premiers émois sexuels des garçons. Il est évident qu'il y en a. De là à parler d'homosexualité, c'est assez compliqué en fait. C'est une découverte du corps, c'est une découverte de la sensualité, de la sexualité. On fait circuler des romans, on chante des chansons grivoises. Il y a des renvois d'élèves qui sont marqués parce que comportement indécent, donc des masturbations collectives, des choses comme ça. Mais pour autant, effectivement, est-ce que l'homosexualité, elle est... Oui, j'avoue que j'aurais du mal à y répondre. Parce qu'elle est tellement peu visible que les codes sont tellement différents que c'est assez compliqué en fait à mettre en lumière. Et d'ailleurs, les modèles homosexuels eux-mêmes ont changé. Ils ont évolué. Dans un premier temps, on a vraiment un modèle fin du 19e, pendant toutes les années 20, les années 30, jusque dans les années 50-60, le modèle de l'homme efféminé,
ou le cache ou le montre, hein, ça dépend. Et dans les années 80, c'est plutôt le macho, hein, ce qu'on appelle dans le milieu homosexuel le clone, le gars avec les chaussures de chantier, le jeans, le t-shirt moulant, qui montre, qui affiche son homosexualité. Et puis, ben, depuis le sida, clairement, on a une homosexualité qui est moins exubérante, qui a été plus montrée du doigt aussi, parce que dangereuse, parce que épidémie gay, hein, pour le sida, et du coup une homosexualité qui serait plus rentrée dans les rangs, malgré des épisodes exubérants comme la Gay Pride ou la Drag Queen, ce féminin également. Oui, j'aurais beaucoup de mal en fait à répondre à votre question. Je remets mon micro, ce sera mieux. La personne vous remercie pour votre réponse très complète. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais voir si en effet il n'y en a pas d'autres. Sinon, je vous redonne le micro. Je vous le remets. Je vous laisse poser votre seconde question. Oui, j'aurais une seconde question, là, en étant vraiment dans l'ignorance totale de la réponse. Est-ce qu'on va trouver dans les masculinités les mêmes choses que dans les féminismes actuels, les différentialistes, les essentialistes, et d'un bord politique ou de l'autre bord? Est-ce qu'on trouve des sociologues, des spécialistes, des historiens d'un bord ou de l'autre de ces deux versants dans la masculinité? Merci beaucoup. Alors, il n'y a absolument pas de consensus, effectivement. Du point de vue de l'étude des masculinités, comme vous dites, il y a plusieurs bords en fait. Je vous avoue que dans le domaine de la sociologie, là, c'est pas vraiment mon domaine et j'aurais un petit peu de mal à vous faire les distinctions entre ces plusieurs bords. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces masculinités peuvent être totalement instrumentalisées. Vous avez aujourd'hui un fantasme d'une masculinité perdue qui aurait été universelle et naturelle, et que le féminisme et que le carcan de l'État auraient totalement abattardi. On recycle presque des éléments de la masculinité fasciste, hein, que ce soit en France, évidemment, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour fantasme une masculinité qui aurait existé, qui aurait été universelle et qui est perdue, et refuse l'idée de construction sociale, puisque pour lui, en fait, la masculinité, c'est moins un genre qu'un élément biologique. Je nais avec des testicules, donc je suis un homme. Et malheureusement, l'homme est vu comme une espèce de citadelle assiégée par des hordes de femmes un peu hystériques qui voudraient démonter, retirer ce piédestal à l'homme. On retrouve ça aussi chez Julien Rochdy, hein, dans le Front National, maintenant, je ne sais plus s'il est encore dans le Front National, mais il anime des colloques, il écrit des bouquins masculinistes dans lesquels on a 70 conseils pour être un mec, un vrai, dans lequel on va devoir traiter la femme comme une sous-personne, les homosexuels, etc. En fait, les contre-modèles sont théorisés comme étant des ennemis. Après, j'avoue que sur le domaine sociologique, je sais qu'il y a plusieurs types, effectivement, comme le féminisme, de théorie de des masculinités. Le consensus étant vraiment qu'elles sont plurielles, qu'elles coexistent et qu'elles évoluent. Ça, c'est un petit peu le corollaire. J'ai oublié de remettre mon micro. Ça marche moins bien. Une question, vous allez devoir répondre de manière un peu courte parce qu'on va bientôt devoir s'arrêter. Est-ce que vous considérez le masculinisme comme une composante essentielle du néo-rationalisme sur un plan politique? Je suis désolé d'avoir mal prononcé. Non, mais je vais aller très vite. Oui, complètement. Pour moi, en tout cas, mais là, ça n'engage que moi, absolument, puisque là, on crée un mythe qui serait celui de la crise de la masculinité. C'est un terme qui ne va pas pour deux raisons. D'abord, une crise, ça signifierait, la crise, c'est un mot médical, hein, c'est un terme médical, pour dire qu'on passe d'une situation normale à une situation anormale de façon violente et temporaire. Donc ça voudrait dire qu'il y avait avant une masculinité qui était une masculinité normale, sous-entendu le patriarcat, et qu'aujourd'hui on est dans une période qui est
une période néfaste et qu'on est en train de construire une mauvaise masculinité et qu'il faut revenir à l'ancien modèle. Donc on est totalement dans un mythe qui n'a jamais existé. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, je vais vous le remettre juste là, le lien pour aller remplir ce court questionnaire afin de permettre de nous améliorer. Merci à Noël Andreessen pour cette conférence qu'il a fait et qui était très intéressante, très ludique, très ouverte. Cette conférence est à retrouver sur YouTube, comme l'ensemble de nos conférences. Elle devrait y être demain dans la journée théoriquement, avec aussi la partie sur les questions. On se retrouve déjà samedi à 16 h avec une conférence d'Henri-Pierre Debord sur l'histoire du scoutisme en France. Un petit mot d'attention pour conclure. La conférence de lundi, qui était normalement prévue sur les espaces ruraux, est annulée. Elle est remplacée par une conférence de Romain Vincent ayant pour titre « Du ludique au pédagogique, Assassin's Creed sur le chemin de l'école ». Donc voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous demande de bien vouloir remplir ce questionnaire et je vous souhaite une bonne soirée et ensemble continuons à déconfiner l'histoire et la géographie. Merci et encore merci à Noël Andreessen. Merci beaucoup.